Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de pleine page, opus du mois de septembre. Nous sommes tout à fait donc dans l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler poésie et singulièrement de la poésie vendéenne, ce qui est un peu étonnant car on ne s'attend pas forcément dans l'histoire de la littérature à considérer la poésie vendéenne. Eh bien, nous avons pour cela, pour nous l'expliquer et pour nous la faire connaître ou reconnaître, parfois pour certains d'entre vous, j'espère en tout cas, nous recevons aujourd'hui Alain Perrochot, écrivain vendéen, et qui vient de sortir aux éditions Le Jacobet, c'est ça? Le Jarosset. Ah, le Jarosset, excusez-moi, aux éditions Le Jarosset, l'histoire et l'anthologie de la poésie vendéenne. Alain Perrochot, bienvenue à TV Sèvres-et-Maine. Tout de suite, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un peu culotté, pardonnez-moi, d'écrire quelque chose, et le livre est conséquent, sur l'histoire de la poésie. Déjà, écrire sur la poésie, ce n'est plus tellement à la mode, et la poésie vendéenne de surcroît. Qu'est-ce qui vous a pris, Alain Perrochot? Alors, l'objectif du livre, c'était à la fois de faire redécouvrir un certain nombre d'auteurs qu'on avait oubliés ou qu'on n'a peut-être même jamais connus. Oui. C'est parti cependant d'un fait simple. En 2013 a eu lieu donc un colloque à l'ICES où un certain nombre d'écrivains vendéens intervenaient. Pardonnez-moi, on rappelle que l'ICES c'est une école préparatoire célèbre en Vendée et qui est sise à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon. Voilà. Et donc, au cours de ce colloque, on m'avait demandé si je voulais intervenir sur les poètes vendéens. Et donc, j'avais parlé de 7 ou 8 poètes vendéens. On avait un laps de temps relativement court au cours de cette intervention. Et à ce moment-là, j'avais eu l'envie d'aller plus loin en me disant la poésie vendéenne, elle existe, on l'oublie. Il faudrait montrer un peu, depuis le début jusqu'à nos jours, l'évolution et la place qu'elle a dans la littérature vendéenne en général. Un travail de mémoire en quelque sorte. C'est ça. C'était une page, me semblait-il, de l'histoire de la Vendée et de la littérature de la Vendée, puisqu'on est au carrefour des deux, qui était assez méconnue. Oui. Alors, vous dites dans votre propos de votre livre que la poésie vendéenne reflète l'esprit et l'âme vendéenne. Fin de citation. Expliquez-nous un petit peu ça. Quand on est vendéen, on est poète ou vice-versa? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire en tout cas. Pas plus en tout cas les vendéens que d'autres. Oui. Simplement, on trouve la poésie vendéenne, une poésie vendéenne riche, à l'époque de l'humanisme du XVIe, une époque qui est riche aussi en histoire en Vendée, celle du Bas-Poitou, fontenaisien. Et de toute la Renaissance, après. Voilà. Et ce qui m'a poussé à dire ça aussi, c'est curieusement, à partir de la période de Richelieu jusqu'à la Révolution, il n'y a plus de poésie en Vendée. Bon, le siècle des Lumières est un grand siècle de littérature, mais ce n'est pas non plus, même au plan national, un siècle de poésie. C'est juste, oui. Avec le romantisme, on voit la poésie vendéenne très présente, et surtout aussi le fait que apparaît ce que j'appelle les créateurs de la légende vendéenne, parce que l'histoire des guerres de Vendée, évidemment, commence à se développer au 19e, et au milieu du 19e, il y a quelques auteurs qui vont s'emparer des faits historiques, en faire des récits épiques, qui ont donné une dimension effectivement très très importante à cette légende vendéenne. Oui. Donc on va commencer, si vous voulez bien. Je crois que dans votre ouvrage, vous avez essayé de tenir, si je puis dire, un classement chronologique. Alors on va remonter au plus loin.
des poètes de ce département de Vendée. Je pense à la Renaissance, où là, tout de même, il y en a quelques-uns d'assez connus. Je pense à d'Aubigné, Agrippa d'Aubigné. À Agrippa d'Aubigné. Alors, naturellement, c'est typique parce que dans ce livre, on trouve non seulement des Vendéens de souche qui ont fait carrière en Vendée, Oui. mais on trouve aussi des gens nés en Vendée qui ont quitté la Vendée et mené ensuite leur itinéraire à l'extérieur. Et puis on trouve aussi des gens qui sont originaires d'autres contrées, mais ont eu à un moment ou à un autre une présence vendéenne assez forte, et donc d'Aubigné, qu'on connaît pour tout son travail sur les guerres de religion et sa participation active surtout aux guerres de religion. Aux côtés du futur Henri IV. C'est ça, qu'il avait nommé d'ailleurs, comment dire, qu'il avait mis en place au fort de Doyon, donc près de Maillezais. Voilà, donc Agrippa d'Aubigné, c'est une voix de la poésie nationale française, une place dans la littérature importante. On ne pouvait pas, évidemment, ne pas lui faire une place dans la poésie vendéenne. Il n'était pas facile, puisqu'on est sur le sujet, il n'était pas facile de caractère, cet Agrippa d'Aubigné, pour un poète, parce qu'on voit plutôt les poètes, en général, des personnages doux, sympathiques, etc. Il y en a qui ont des humeurs aussi. Oui, oui, celui-ci notamment. C'est bien votre avis. Oui, absolument. Bon, et puis alors, il était célèbre, cet Agrippa d'Aubigné, par sa petite fille, grâce à sa petite fille, qui va devenir Madame Louis XIV. Voilà, Madame, oui. Madame de Maintenon. Oui, Madame de Maintenon, qui viendra Madame Louis XIV parce que le roi Soleil va l'épouser. C'est ça. À la fin de son règne, je crois. On reste un peu dans cette époque, un peu plus loin, et je voudrais vous parler un petit peu de Nicolas Rapin, qui fut lui aussi un poète célèbre de l'époque en Vendée. On disait qu'il était un juriste soldat. Alors, juriste, soldat, poète, ça fait beaucoup de choses, ça. Oui, mais effectivement, il a été tout cela. Alors, soldat pendant les guerres de religion du côté catholique. Oui. Juriste de par sa formation, effectivement, qui l'avait d'ailleurs amené justement à des fonctions administratives et à une présence à la cour. Et poète, puisqu'il fut également, à un moment donné, le poète officiel de la cour de France. C'est ça. Poste rendu célèbre par un certain Ronsard, mais là nous sommes quelques années plus tard. Et Nicolas Rapin, qui est aussi connu en Vendée comme le constructeur, entre guillemets, du château de Terre-Neuve, est peut-être le fontenaisien le plus célèbre. Nicolas Rapin, Agrippa d'Aubigné, qui d'autre encore dans cette période un peu moins connue? André de Rivaudot, oui. Poète, mais aussi auteur d'une tragédie. Ah, théâtre alors, en plus. Théâtre, que l'on considère comme une des premières tragédies de la littérature. Bon, Jodl en avait déjà, en tout cas, essayé ce genre. Ce qui est intéressant avec André de Rivaudot, c'est que sa tragédie préfigure celle de Racine. Oui. Au XVIIe siècle, un peu plus tard. Un peu plus tard, voilà. Bien sûr. Alors, on va comme ça, parce qu'il y a beaucoup... Vous en avez combien de réunis de poètes dans votre ouvrage? Il y a environ 110, 120 noms répertoriés, alors avec une part plus ou moins importante dans ce livre, bien sûr, selon les cas, et puis toute une deuxième partie... toute une deuxième partie qui interviennent par le biais des revues ou livres qui ont été publiés par des éditeurs vendéens. Et puis il y a aussi une petite part réservée à la poésie en langage poitevin, ou en patois, comme d'autres diront. Plus de 100 poètes
que vous avez répertoriés. Alors ça vous a pris du temps, j'imagine, Alain Perrochot, là, de retrouver tout ça. C'est Oui, un grand travail de recherche. Ça. oui, c'est un travail qui s'est étalé sur... bon, je ne suis pas parti tout à fait non plus de zéro, hein, bien sûr, mais c'est un travail qui s'est étalé sur à peu près 3 ans, et puis qui a pris encore un petit peu de temps après, avec des vérifications, avec des relectures, avec le travail habituel que l'on connaît. Oui, et un ouvrage, je le rappelle pour l'anecdote, 650 pages. Tout de Alors, même. je tiens à préciser, malgré tout, Oui, que dans ces 650 pages, comme je le dis souvent et de manière très très simple, il y a il y évidemment... en a la moitié que je n'ai pas écrit, puisqu'il y a, sûr, il y a une bien sûr. partie anthologie importante. Oui, voilà. La moitié étant Des textes des auteurs. les poèmes des auteurs cités. Chaque auteur, d'ailleurs, est Oui. traité sous une Oui. manière toujours la même. Une première partie sur l'itinéraire de l'homme. Une deuxième partie qui est un petit peu plus appréciative, un peu plus critique sur son écriture, sur sa poésie. Et une troisième partie qui sont des textes, tout simplement. Voilà. Au passage, on peut peut-être citer aussi quelques-uns de vos autres livres qui ne sont pas consacrés à la poésie. Notamment, dans ces 3 dernières années, vous avez signé quelques ouvrages, tout de même. Oui, alors... Les 2 derniers avant, par exemple, cette histoire d'anthologie de la poésie vendéenne. J'ai donné un petit peu dans la variété, si on peut dire, parce Oui, que c'est le ce qu'il faut. précédent était un livre avec Philippe Gilbert Tout à fait. sur les grands événements en Vendée au XXe siècle. Donc un peu plus historique, un peu plus de journalisme historique, si on peut inventer ce qualificatif. Et puis le précédent était aussi un peu aux antipodes de tout ça, puisque c'était un livre de nouvelles écrites en Poitevin. En bas, point de vin, j'espère. En bas Poitevin, publié à la fois donc en patois, dit vulgairement, mais aussi en français, pour que les gens puissent essayer de s'y retrouver dans la lecture, ce qui n'est jamais facile. Ce qui n'est jamais facile. Alain Perrochot, je voudrais vous parler d'un auteur, il s'agit d'une dame, Antonine Couillet-Tessier. Alors, on disait au début de notre propos que la poésie vendéenne, selon vous, reflétait l'âme vendéenne. Est-ce que cette dame, donc Couillet-Tessier, Antonine de son prénom, reflète bien l'âme vendéenne? Je vous pose la question parce que c'était une romancière, en plus d'être une poétesse, mais une romancière populiste. Et je dirais, ça ressemblait pas tellement, l'esprit qu'il a porté, ça ressemblait pas tellement à l'âme vendéenne, vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. On dirait plutôt qu'elle était, j'allais dire, sinon révolutionnaire, du moins, elle tendait à cette chose-là. Alors, non, Antonine Couillet-Tessier, elle est née à La Roche-sur-Yon. donc vendéenne. Tout comme Cécile Sauvage est née à La Roche-sur-Yon, mais dont le père, professeur au lycée à La Roche, a ensuite été muté à Digne dès l'année suivante. Oui. Mais elle est connue et répertoriée dans les histoires nationales de la poésie française. Antonine Couillet-Tessier, elle a ceci de particulier que dès l'âge de 9-10 ans, elle écrit des sonnets. C'est une enfant poète, une Minou Drouet de l'époque. De la fin du 19e ou du début du 20e. Oh. Et elle va ensuite, elle aussi, quitter la Vendée. Et une fois mariée, ne va plus guère écrire de poésie, mais va par contre effectivement se tourner vers le roman. Publiant plusieurs livres qui connaissent un certain succès, sinon un succès certain, et comme vous l'avez dit, tourné vers la littérature populiste. Alors effectivement, je pense que ce n'est pas forcément en Vendée qu'elle a appris cette orientation-là, mais sans doute un peu plus tard, lorsque elle vivra à Paris et puis en Normandie aussi un peu. Donc voilà, et elle est jusque dans les années 50 assez connue dans le monde de la littérature populiste. Oui, voilà.
Bon, alors on citera encore quelques noms. J'aimerais qu'on dise un mot pour ce poète vendéen qui avait, je crois, en tout cas vous l'affirmez dans votre livre, qui avait un bel avenir littéraire et qui malheureusement a été victime de cette Première Guerre mondiale. Peut-être un mot sur ce personnage. Alors, il s'appelait Cottereau, il était de Luçon. Il a mené des études à Paris, et tout jeune encore, il a publié un premier recueil qui avait eu une certaine reconnaissance dans les milieux parisiens, ce qui n'est pas rien. Nous sommes donc juste 2 ans ou 1 an, je crois que c'est en 1913 qu'il a publié, avant la guerre. Juste avant la guerre, oui. Et puis, on lui promettait un certain avenir, effectivement. Et donc, Jean Liver, puisque c'était son pseudonyme, sera blessé très sérieusement dans les tranchées, passera une convalescence de 3 mois, je crois, dans les Deux-Sèvres, si je me souviens bien, et va pendant cette période écrire des poèmes qui seront plus tard publiés en 1922 par son propre père, puisque Jean Liver, avec une lucidité extraordinaire, décrit des choses qu'il connaîtra plus tard, c'est-à-dire qu'il va mourir dans les tranchées, oui, voilà. Et avec une acuité vraiment tout à fait prenante. Alors, dans vos recherches pour votre ouvrage, quel est peut-être les 2 ou 3 auteurs qui vous ont le plus marqué ou que vous préférez peut-être? Je dirais en tout cas que les auteurs qui me semblent les plus importants et qui continuent à me marquer ne sont pas forcément des auteurs que j'ai découverts dans mes recherches. D'accord. Je prendrai tout d'abord Gilbert Proutot, que j'ai qualifié de l'Aragon du bocage. Oui, c'est vrai, oui. Par la connaissance qu'il avait de la poésie d'Aragon, mais aussi par la technique, par le style, par le flot de son débit poétique. Je citerai aussi Jam Sacré. Jam Sacré qui est né donc à Saint-Hilaire-des-Loges et qui a vécu jusqu'à l'âge de 22 ou 23 ans et qui ensuite est parti aux États-Unis où il est devenu enseignant, où il a passé une thèse de littérature française sur Rabelais. Et depuis le début, depuis sa jeunesse, il a accumulé une œuvre très importante où l'enfance, la mémoire, le questionnement que joue la mémoire sur la création et l'enfance à travers tout ça, donne une poésie originale et reconnue sur le plan national, voire international. La consécration étant venue du fait qu'en 2017, je crois, il y a 3 ans, 3 ou 4 de ces petites plaquettes ont été réunies dans un volume publié à la NRF Gallimard, ce qui est la consécration en matière de poésie. Bien entendu. Vous parliez de Rabelais à l'instant. Alors, on ne trouve pas Rabelais dans votre ouvrage. Et pourtant, s'il n'était pas né natif, comme on dit, du Bas-Poitou, il y a séjourné pas mal de fois. Donc, pas de traces de Rabelais. Ce n'est pas un oubli de votre part, je ne peux pas penser une chose pareille. Non, si un jour me prenait la fantaisie d'écrire une histoire de la littérature vendéenne, immanquablement Rabelais y occuperait une place émérite. Mais pour moi, Rabelais n'est pas un poète, c'est un romancier, c'est un littérateur plus largement que ça. Il y a quelques poèmes dans son œuvre qui parcourent quand on la parcourt, mais je n'ai pas daigné, excusez-moi, faire une place à Rabelais dans l'histoire de la poésie en Vendée. Mais vous êtes tout excusé. Alain Perrochot, alors je rappelle votre livre « Histoire et anthologie de la poésie vendéenne ».
aux éditions Le Jarosset, je ne me trompe pas cette fois. C'est ça. Et voilà un ouvrage absolument magnifique et intéressant, 650 pages, mais il faut prendre son temps. D'abord, quand on lit ou quand on récite un poème, on prend toujours son temps. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? J'imagine dans toutes les librairies de Vendée. Dans les librairies du département. Et même un peu autour. Auprès des éditions Le Jarosset. Aussi. Et puis vous-même, vous avez... Et moi-même, effectivement, je peux donner une adresse mail où on peut me joindre sans difficulté. C'est donc AL Perrochot, PE20CHEAU, c'est tout attaché, @free.fr. Et free qui veut dire libre, comme vous l'êtes à la Perrochot, comme nous le sommes aussi à TVC Bremen, et comme nous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre auteur et une autre sortie, émission de Pleine Page. Merci de votre attention. Merci.